encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Madame, Monsieur, bienvenue donc à ce magazine des questions environnementales et de développement durable en République démocratique du Congo. RDC Environnement de ce jour reçoit le professeur Jean-Robert Bwangoy, qui est donc l'administrateur gérant de Ecosystem Restoration Associates, ERA Congo. Professeur, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, professeur, vous êtes, comme vous l'avez dit tantôt, administrateur gérant de ERA Congo. Comment se porte ERA Congo au jour d'aujourd'hui? ERA Congo se porte très bien. On est en train d'avancer petit à petit vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Quels sont ces objectifs? L'objectif essentiel, donc nous avons trois objectifs. Moi, j'ai trois objectifs, c'est-à-dire créer des richesses pour mon gouvernement, pour mon pays, créer des richesses pour les communautés et créer des richesses pour mon entreprise. Donc, on peut dire que... Et tout en protégeant la nature, tout en protégeant la forêt, en protégeant la biodiversité et la nature, ce qui répond à l'objectif de notre entreprise Wildlife Works, c'est-à-dire la protection de la nature et de la biodiversité doit être au service de la communauté et du pays. Elle est l'une, si pas la seule, société qui s'est lancée et fait des preuves dans le marché carbone en République démocratique du Congo. Ecosystem Restoration Associates, ERA Congo, vend les crédits carbone à travers son projet RED plus Maindombe étendu sur plus de 300 000 hectares. La société a restauré la forêt qui est devenue aujourd'hui une havre de paix avec le retour des éléphants et lutte pour la réduction de la déforestation dans la forêt primaire. Ces efforts-là ne sont pas dus à nous tout seuls. Ce sont les communautés de la zone de projet qui ont initialement été très réticents d'accepter le projet et que par la suite, ils ont compris que le projet était assez profitable pour eux et ils se sont investis dans le projet et nous avons travaillé ensemble pour que le taux de déforestation soit réduit, surtout dans les zones des forêts primaires, qu'on puisse réduire la déforestation dans la forêt primaire. ERA Congo travaille pour et en faveur des communautés qui se sont mues elles-mêmes en éco-garde tout en dénonçant les actes de braconnage. Les réalisations de cette société citoyenne ont été présentées par son administrateur gérant au cours d'un point de presse animé vendredi 10 mai 2024. Le professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant de ERA Congo, a indiqué que le modèle est basé sur la monétisation des efforts et refuse la main tendue aux bailleurs. 20 millions de tonnes de crédits carbone ont été vendus sur le marché grâce à un savoir-faire exceptionnel. C'est depuis 2011 que nous avons commencé nos activités dans la province de Maindombe. Particulièrement, nous avons pris une concession de 300 000 hectares au niveau de la rive droite du lac Maindombe. Et dans cette concession-là, nous essayons de promouvoir les activités de conservation, essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de travailler en partenariat avec les communautés de la zone du projet pour réduire la déforestation et de ce fait réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Notre modèle consiste à pouvoir rétrocéder 25% de la valeur, soit un quart de toute la valeur brute vendue aux communautés locales. Avec ce qui est réservé aux communautés, qu'est-ce que nous faisons?
nous construisons des écoles. Et nous avons à ce jour déjà construit 22 bâtiments scolaires. Grâce à ces activités, ERA Congo a amélioré les conditions de vie des communautés conformément aux objectifs de la société, créer des richesses pour les gouvernements, pour les pays, créer des richesses pour les communautés locales et créer des richesses pour l'entreprise tout en protégeant la nature et la biodiversité. Voilà, au service de la communauté du pays. Professeur, votre société, selon les informations, excelle dans ce qu'on appelle aujourd'hui la vente de crédit carbone. D'abord, comment se porte ce marché en République démocratique du Congo? Bon, pour le moment, le marché n'existe pas, ça je peux vous dire. On essaye de faire tant que faire se peut pour que le marché puisse exister. Mais le marché est difficile. Donc nous avons normalement pour le moment la volonté des pollueurs à pouvoir payer leur fair share de la situation climatique qu'ils ont créée. Et de l'autre côté, il y a la volonté de certains pollueurs qui se déguisent en anges de lumière à pouvoir empêcher que les autres pollueurs puissent entrer dans le marché. Et donc c'est cela, c'est à ce niveau qu'on se trouve. Mais nous savons qu'il y a une volonté de la part des pollueurs à pouvoir payer leur fair share. Alors, ça, c'est déjà beaucoup. Ouais. Alors si le marché n'existait pas comme vous le dites, mais comment vous en sortez? Qu'est-ce que vous faites au juste? Bon, je veux vous dire que nous avons commencé ce business en 2011. Et jusqu'en 2019, nous n'étions pas capables de vendre le crédit. Nous avons eu recours à un prêt à terme garanti par des crédits carbone. Donc nous avons bradé les crédits carbone au prix de 3,64 $. Le gros des crédits a été bradé à ce prix-là auprès d'une entreprise qui nous a justement prêté de l'argent. Donc un pollueur qui nous a prêté de l'argent, qui n'est pas intéressé à acheter des crédits, qui a été suffisamment bon pour nous prêter de l'argent pour que ce business-là puisse avancer. Et à terme, il a récupéré les crédits, puisque nous n'avons pas remboursé. Donc à terme, ils ont récupéré les crédits qu'ils ont revendus auprès des clients qu'ils avaient. Donc, et après, le marché s'est ouvert un peu, nous avons vendu le gros des crédits que nous avions. Et le marché s'est ensuite refermé, donc nous avons des difficultés aujourd'hui à vendre le crédit. C'est-à-dire que vous prenez des risques en vous lançant dans ce Bien sûr, c'est notre business. Donc, vous savez, quand vous faites la conservation, ce n'est pas seulement le motif financier qui vous anime. Nous sommes passionnés. Nous sommes passionnés par le fait que nous voulons que la forêt, comme là de mes ancêtres, puisse être là. Nous voulons voir les éléphants dans cette forêt comme mon grand-père les avait vus. Nous voulons voir les bonobos derrière la maison comme j'avais vu quand j'étais enfant. Et ça, c'est une passion. Ce n'est pas seulement le goût du lucre, ce n'est pas seulement l'argent qui nous intéresse. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce business. Nous ne quittons pas le business, quelles que soient les difficultés que nous avons sur le marché. Nous sommes là, nous cheminons avec les communautés et notre plus grande satisfaction, c'est de cheminer avec les communautés vers cet objectif-là que je viens de vous dire. Alors, professeur, aujourd'hui, on parle d'une conservation à visage humain. Est-ce que, dans ce que vous faites, peut-on dire que vous allez vers cet objectif ou vous y êtes déjà? Ça c'est notre objectif de départ, c'est l'objectif de départ de notre entreprise, Wildlife Works. La conservation doit marcher, doit être au service
de la communauté de l'humain. C'est ce que nous faisons. Pas moins. Et par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces communautés? Bon, je crois que nous avons fait plus que, ici en RDC, plus que la plupart des entreprises. Voilà, nous sommes juste une société qui a 300 000 hectares de forêt dans le Mai-Ndombe. Nous avons construit 22 bâtiments scolaires solides et modernes pour les communautés. Nous donnons à tous les enfants du primaire des uniformes. Nous payons aujourd'hui les salaires des enseignants. Vous avez suivi tout à l'heure que je donnais l'instruction qu'on commence à payer les salaires des enseignants. Nous payons les salaires des enseignants, nous payons les frais de participation aux examens d'État pour tous les enfants. Nous avons actuellement des programmes de bourse pour les enfants, non seulement ici au Congo, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis. Nous avons travaillé avec le ministère pour construire à l'université de Kinshasa le système national de surveillance de l'environnement. Nous sommes dans le Mai-Ndombe, nous travaillons dans l'intensification agricole en faveur de ces communautés-là. Nous travaillons en faveur de l'intensification agricole, nous amenons les variétés améliorées de manioc et ça a permis à ce que les communautés puissent augmenter sensiblement la production de manioc dans leur village et sur des terres marginales. Donc, nous faisons d'une pierre deux coups, nous augmentons la productivité du manioc en même temps que nous conservons la forêt primaire. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'élevage de poissons, donc on a des étangs piscicoles. Nous avons commencé nos programmes d'élevage, notamment de l'élevage de porcs, de poules. Donc nous sommes en train de faire ça. Les deux programmes-là ne sont pas encore comment mis en place. Nous sommes en pleine période de construction, mais nous sommes là et donc nous pensons que nous sommes en train d'alléger un peu la tâche de nos compatriotes qui sont dans les villages, notamment en prenant totalement en charge les frais de scolarité des enfants. Et nous contribuons, nous avons au moins, vous voyez, nous avons 500 travailleurs, 500 employés dans les villages. Pas à Inongo, mais des employés dans les villages. Nous avons un total de 500 et nous payons les salaires de plus ou moins 1000 enseignants. Donc nous contribuons à l'essor économique de cette zone de projet, non de plaise à nos détracteurs, mais je crois que nous regardons vers l'avant. Alors, professeur, toutes ces réalisations, toutes ces actions que vous faites, que vous posez, mais d'où proviennent les moyens pour faire face à toutes ces dépenses? Les moyens proviennent uniquement et exclusivement de la vente des crédits carbone. Nous vendons les crédits carbone, nous ne voulons pas faire la politique de la main tendue, nous ne le ferons pas. Vous voyez, notre pays a des richesses et ces richesses-là, nous pouvons les vendre et en échange de ces richesses-là, nous allons décider notre propre développement. C'est ce que nous avons décidé de faire dans le cadre de ce programme-là. La forêt est une richesse. Nous avons décidé de monétiser la forêt debout à travers les crédits carbone. Nous vendons les crédits carbone et l'argent de ces crédits carbone, 25% revient aux communautés locales. Et sur ces 25%-là, ce sont ces 25%-là que nous utilisons pour la réalisation de toutes ces activités. Et vous ne pensez pas, peut-être parce que vous conservez la forêt, vous participez, les communautés également participent à la conservation, est-ce que vous ne pensez pas que
la forêt elle-même peut être source de revenus, peut-être en la coupant, elle peut être vendue. Oui, c'est bien. Je vous retorque la question. Nous avons vendu des crédits carbone et rapporté grosso modo 33 millions de dollars au gouvernement en termes de partage de bénéfices. Je vous pose la question de me montrer une seule société d'exploitation forestière qui a payé ce chiffre-là au gouvernement. Vous en avez vu une? Cela voudrait dire que la monétisation des crédits carbone que nous avons choisie est une méthode qui permet au gouvernement d'obtenir des résultats escomptés. Nous ne demandons pas à ce qu'il n'y ait pas de société d'exploitation forestière, mais nous, notre méthode, ce n'est pas celle de pouvoir couper la forêt. Notre méthode, c'est celle de pouvoir protéger la forêt. Est-ce que par là, vous êtes satisfait des actions que vous menez, de cette politique en faveur des communautés locales, mais aussi du pays et peut-être de l'humanité? Moi, je suis un peu perfectionniste et je ne suis jamais satisfait de mon résultat. Je crois que tous les résultats sont toujours perfectibles, donc je ne peux pas vous dire que je suis satisfait. Mais je suis content de ce que nous avons eu jusqu'à présent comme action. Lorsque nous avons commencé au village de Kessengue, j'ai dit que nous allons construire une école ici à Kessengue. Et le chef du village est venu me dire, vous êtes des aventuriers. J'ai déjà vu ici des gens défiler. D'ailleurs, des blancs. Et toi, tu as la peau noire. J'ai vu des blancs venir ici nous promettre ce que vous êtes en train de dire. Après, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Tu vois? Et moi, je lui dis, bon, ça va. Si moi, je suis un aventurier, je veux que toi, tu puisses me donner les sables, les moellons, la caillasse et tout ça ici, devant ta maison, et je vais construire les bâtiments. Si moi, je ne construis pas, je suis un aventurier. Ouais. Si toi, tu ne nous amènes pas les sables, la caillasse et le moellon, toi, tu es un aventurier. Alors, il m'a amené 200 mètres cubes de moellons, du sable et tout, et moi je suis venu, j'ai construit le bâtiment. À la fin de compte, nous deux on est devenus des amis et on s'appelle aventurier. Quand il me voit, il me dit aventurier, et moi quand je le vois, je dis aventurier. Et le jour de sa mort, le jour de sa mort, sa femme m'a dit ton ami aventurier est mort. Tu vois? Donc nous avons fait ça. Et nous avons fait dans tous les autres villages, 1 à 1 jusqu'à 22. 22 écoles. Voilà. Et vous savez, votre serviteur est resté pauvre. Hein? Et il est fier d'être pauvre puisqu'il est né pauvre. Hein? Et donc, nous sommes en train de cheminer avec tout ce que je suis en train de faire. Tout ce que je vous dis, à moins que je sois amené à suivre mon ami aventurier sous terre, nous allons réaliser tout ça. Et la population me fait confiance. Vous avez suivi avec Israël Mutombo. Voilà. Président Labino Nani, je ne donne pas la réponse. Professeur, vous avez dit tantôt que le marché de carbone en RDC n'existait pas, ou presque pas, mais vous excellez quand même dans ce domaine. Mais s'il faut prétendre bien vendre son crédit carbone, qu'est-ce que le pays peut faire? Est-ce qu'il faut des investisseurs privés ou des promoteurs privés? Que faut-il faire? Bon, personnellement, vous savez, j'ai eu une déformation. Je suis aussi un peu américain. Je suis congolais, mais je suis un peu américain. Et je ne crois pas que... Je n'ai pas vu un pays qui a été développé par une ONG. Et même le programme des Nations Unies pour le développement va bientôt avoir 100 ans.
n'a jamais développé n'a un pays. jamais développé un seul pays. Il apporte des appuis. Après 100 ans. Mais les sociétés privées ont développé des pays. Les sociétés privées américaines se sont déportées en Chine et ils ont participé au développement de la Chine. 5 ans, on peut développer des pays si on donne aux privés la capacité d'exceller chacun dans son domaine. J'ai vu que les privés servent et développent les pays. Quels sont les enjeux aujourd'hui et même les défis de ce marché en RDC? Le plus grand défi, justement, c'est le marché qui n'existe pas. Il faut que le marché puisse exister pour que les gens puissent être incités à aller dans ce business-là. Vous voyez, nous avons commencé ici et nous sommes les seuls à pouvoir avoir vendu des crédits d'une manière significative. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui vendent des crédits de reboisement au Kivu, mais ce sont des petites quantités. Ce sont des petites quantités, il faut les encourager, mais de manière significative, il n'y a pas beaucoup qui ont vendu des crédits, y compris dans l'ensemble du bassin du Congo. Et ça, c'est quelque chose pour lequel le gouvernement doit travailler d'arrache-pied et tout le monde pour que demain, après-demain, les communautés puissent se retrouver. Vous voyez, hier, j'ai été avec un gouverneur de province qui a vu ce qu'on a fait au Maïndombe. Il veut qu'on fasse dans sa province. Vous voyez? Mais moi, je dis que je ne veux pas que nous puissions faire dans ta province, mais je veux que quelqu'un d'autre, un autre privé, puisse aller faire dans ta province. Vous ne voulez pas être seul. Voilà, qu'ils suivent la même éthique de travail, c'est-à-dire travailler pour les communautés, travailler pour le gouvernement et travailler aussi pour le bien de l'entreprise. Professeur, on va essayer de sortir un peu de cadre, mais on va y rester quand même. Le 3 mai, le monde a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse avec un thème quand même évocateur, l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport au travail du journaliste dans les questions de l'environnement? Vous savez, un des reproches qu'on a fait à notre entreprise, c'est de ne pas suffisamment communiquer. Vous voyez? Et on a vraiment besoin du journaliste pour que le journaliste puisse donner l'information réelle. Vous voyez? Surtout en matière environnementale. Il y a beaucoup d'autodidactes dans ce domaine. Vous voyez? Il y a beaucoup d'autodidactes. J'ai dit, j'aime beaucoup mes jeunes frères ou mes jeunes sœurs qui choisissent. Alors, lorsque nous allons à l'université, chacun choisit son métier. Ils ont choisi d'être juristes. Ils ont choisi d'être économistes. Ils ont choisi d'être... Et nous avons choisi, moi j'ai choisi d'être agronome, d'être forestier. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont parce que le secteur de l'environnement est devenu, entre guillemets, très porteur sur le plan international. Il y a énormément de gens qui viennent, qui s'intéressent.
sans nécessairement avoir le background nécessaire. Et beaucoup parlent des choses et d'autres à tort et à travers. C'est toutes ces questions-là que vous avez posées tout à l'heure. Des gens qui ne savent pas analyser un texte de loi, des gens qui ne savent pas parce qu'ils ne sont pas dans leur vie. Les journalistes doivent nous aider. Vous voyez, les journalistes ne doivent pas gober n'importe quoi. Le Maïndombe, c'est juste à côté. Vous avez besoin des informations sur le Maïndombe. C'est vrai qu'il y a toujours un problème de moyens. Mais j'ai déjà vu des journalistes qui prennent X nombre de jours à pied pour rejoindre un endroit, faire son investigation et tout ça, et aller présenter des résultats qui sont viables. Souvent, lorsqu'on regarde, aujourd'hui, les chaînes de télévision congolaises se sont beaucoup améliorées parce qu'à un moment donné, je ne suivais pas parce que c'était comme s'ils étaient en train de parler, de faire des communiqués. Le ministre de l'Environnement a fait ceci, on parle de son communiqué, le ministre des Affaires foncières a fait cela. Vous voyez, mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici, énormément de choses. Et je crois que les journalistes ont compris qu'en allant parler de toutes ces choses-là, ils attirent les lecteurs que nous sommes. Il faudrait que vous puissiez aller vers cet environnement-là. On vous parle de la forêt. Je vous assure que j'ai amené ici un de mes anciens professeurs, un de mes directeurs de thèse. On est allé au Maïndombe. Et à son retour, il dira, Matt n'a jamais été ici dans ces forêts-là. Vous savez, Matt, c'est celui qui fait la télédétection, présente les résultats. Il dit, Matt n'a jamais vu ces forêts-là. He doesn't know what it means. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, mais forêt secondaire, c'est comme ça. Il était étonné. C'est un spécialiste de télédétection. Vous voyez? Vous êtes là, vous pouvez aller chercher l'information sur l'environnement. Vous avez votre capacité de parler à la population. Si vous me laissez parler à la population, ils ne vont pas me comprendre. Mais ils savent vous comprendre. Et vous devez le faire pour l'intérêt de l'environnement. Je vous ai parlé au mois de mai, je vous ai parlé des inondations qui allaient arriver dans l'ensemble du pays et tout ça. Au mois d'août de l'année dernière. Après, RTNC a publié, notre ami de B1 a publié, après on a oublié, jusqu'à ce que le déluge vint. Alors que les gens vous écoutent, vous devez aller dire aux gens, regardez, j'ai ce papier ici depuis X nombre de minutes. Nous les voyons, il prend un papier, il jette. C'est votre devoir de pouvoir nous éduquer. Vous regardez, quand je regarde la rivière Gombe ou la rivière ici Makelele, regardez la quantité d'immondices qui se trouve. Ma soeur m'a dit ce qu'il y a à Anjili, la station de captage des eaux. Elle dit, mais si tu vois la quantité d'immondices qui arrive, c'est comme si vous n'existez pas. On a bien fait de vous dire à vous, les journalistes de l'environnement, là, dans les contextes de l'environnement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas informer la population sur tout ça. Moi, je suis volontaire. Vous pouvez venir me chercher. Nous allons mettre des bottes, aller dans la rivière X, commencer à enlever les immondices. Je vous donne mon camion pour aller les jeter quelque part. Commençons par là. Les gens vont nous regarder, ils vont demander c'est qui. Non, c'est juste un groupe de gens. Il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Merci, professeur.
la conservation paye, selon ce que vous avez dit. Avec ERA Congo, ça se voit avec toutes les réalisations, mais avec toutes les richesses forestières que la RDC, notre pays, dispose, quel est l'avenir des forêts congolaises aujourd'hui et quel est l'avenir de ERA Congo? Bon, vous savez que nos ancêtres ont protégé les forêts depuis des années. C'est une erreur que de croire que ces forêts-là ne peuvent pas être détruites totalement. Nous avons perdu la forêt de Mayom, vous avez vu, complètement perdue. On voulait d'ailleurs commencer à exploiter la Madiakoko à la frontière de Kabinda. Mais heureusement que le ministre en a fait une réserve et cette forêt de Mayombe a disparu. Moi, je l'avais vue. Quand j'étais jeune, je l'avais vue. Et vous la voyez quand vous allez à Luki. Il ne faut pas croire que la forêt, elle est là, elle est éternelle, nous ne faisons rien. Vous pouvez aller au village, vous allez voir, on va vous dire qu'ici, il y avait des éléphants, il n'y en a plus. À Bouende, il y avait des éléphants. Les gens venaient avec des pointes d'ivoire, comme vous ne pouvez pas imaginer pour les Photocoins. Donc, nous devons prendre conscience du fait que la forêt est à nous et c'est à nous de pouvoir la protéger. Quel est l'avenir de ERA Congo? Nous savons que l'avenir de ERA Congo est encore meilleur demain plutôt qu'aujourd'hui. Nous nous battons pour continuer à nous ouvrir un marché pour la vente de crédits carbone. C'est ce que nous faisons jour et nuit. Nous travaillons d'arrache-pied pour conserver ces forêts-là, pour protéger cette biodiversité-là et pour donner des bénéfices et des co-bénéfices à la population. Nous savons que l'avenir va être meilleur. Professeur Jean-Robert Bangoy, merci. Merci à vous également. Merci beaucoup. Madame, Messieurs qui avez suivi cette émission. La conservation à visage humain est possible et elle existe. Vous avez suivi les professeurs dans toutes ces déclarations et toutes les réalisations de ERA Congo au niveau de Maïndombe et effectivement dans d'autres provinces, dans d'autres contrées que l'entreprise est implantée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres informations environnementales de la RDC et d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.